Au cours de 95 ans, 22 éditions de la Coupe du Monde ont été disputées, et chacun a son édition préférée. Mais l'édition 2006 était unique en son genre, où nous avons vu une profusion de légendes du football jouer leur dernière Coupe du Monde de leur carrière. Et en même temps, ils passaient le flambeau à une nouvelle génération dont les héros étaient les deux jeunes Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Et puisque la réussite de toute grande histoire repose avant tout sur le récit, la Coupe du Monde 2006 est le meilleur conte mondialiste, à partir duquel le football a complètement changé, le meilleur mondial de l'histoire. La Coupe du Monde 2006 était un cas à part entière, car après la Coupe du Monde 2002 en Corée et au Japon, qui a été l'une des pires Coupes du Monde, surtout au niveau de l'arbitrage, la Coupe du Monde 2006 portait l'espoir d'être une édition exceptionnelle, d'autant plus qu'elle se jouait en Allemagne, un pays passionné de football, et qui l'organise pour la première fois en tant que pays unifié depuis la Coupe du Monde 74, organisée par l'Allemagne de l'Ouest. Et avant de parler de quoi que ce soit, regardons les équipes qui se sont qualifiées pour ce tournoi. Tu verras qu'il y a 8 équipes qui jouent la Coupe du Monde pour la première fois de leur histoire. L'équipe de Trinité et Tobago, un pays dont la superficie est d'environ 5000 mètres carrés, et sa population est inférieure à 1 300 000 habitants, elle s'est qualifiée pour devenir à l'époque le plus petit pays en termes de population à se qualifier pour la Coupe du Monde dans l'histoire, jusqu'à ce que l'Islande batte son record lors du mondial en Russie 2018. Et 4 équipes participent pour la première fois venant du continent africain, dont les qualifications ont été pleines de surprises incroyables, et les équipes qui se sont qualifiées pour la première fois d'Afrique sont l'Angola, le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Et la qualification de la Côte d'Ivoire à la Coupe du Monde sous la direction de Didier Drogba a été l'une des raisons de l'arrêt de la guerre civile entre le Nord et le Sud en Côte d'Ivoire, et si vous voulez un épisode spécial sur ce sujet, dites-le nous dans les commentaires. Sans oublier l'Ukraine et la République tchèque qui participent pour la première fois en tant qu'équipes indépendantes après la dissolution de la Yougoslavie et de la Tchécoslovaquie, et l'équipe de Serbie et Monténégro qui pour la première et dernière fois a participé à la Coupe du Monde en tant que pays unifié, les deux pays qui sont devenus indépendants un mois avant le tournoi. Mais ils ont décidé de jouer la Coupe du Monde comme un seul pays. Donc au départ, tu as 25% des participants au tournoi qui participent pour la première fois, donc tu ne sais pas vraiment à quoi t'attendre de leur part. Passons maintenant aux équipes nationales en général. La Coupe du Monde 2006 a marqué la fin d'une ère et le début d'une nouvelle. Par exemple, si tu regardes la Coupe du Monde 94, tu verras qu'il y a des joueurs de cette époque qui ont joué à la Coupe du Monde 2006. Et si tu regardes la dernière Coupe du Monde au Qatar, tu verras aussi qu'il y a des joueurs dont le parcours a commencé lors du mondial en Allemagne. Donc, en gros, cela représente presque 28 ans de football dans un seul tournoi, et chaque grande équipe nationale est arrivée à ce tournoi avec sa propre histoire. L'Allemagne, en tant que pays hôte du tournoi, voulait remporter la Coupe du Monde après avoir été finaliste lors de l'édition précédente sous la direction de Michael Ballack, le capitaine de l'équipe, après que l'entraîneur Jürgen Klinsmann ait préféré le gardien Jens Lehmann au vétéran Oliver Kahn pour garder les cages de la Nationalmannschaft. Quant aux Pays-Bas, ils rêvèrent de décrocher leur première étoile sous la direction de la légende Marco van Basten, entraîneur de l'équipe nationale. Avec de jeunes joueurs mêlés à l'expérience de joueurs comme Ruud van Nistelrooy et Edwin van der Sar. Pour le Portugal et l'Argentine, la Coupe du Monde 2006 était un tournant décisif. En effet, la génération qui avait atteint la finale de l'Euro 2004 sous la direction de Luis Figo disputait pour la plupart sa dernière Coupe du Monde, et il allait passer le flambeau à la génération suivante menée par le jeune Cristiano Ronaldo. Et l'Argentine de Riquelme, sous les yeux de Diego Armando Maradona, a présenté au monde un jeune de 18 ans nommé Lionel Messi, qui a participé à la fête de l'Argentine contre la Serbie et Monténégro, remportée 6-0. Et il marque le 6e but d'une manière à laquelle il nous habituera à l'avenir. L'Espagne est le début de la génération dorée sous la direction de l'entraîneur Luis Aragonés. La plupart d'entre eux jouaient en Coupe du Monde pour la première fois, et c'était le début d'une domination totale de la Roja sur le football européen et mondial. Quant à l'Angleterre, elle avait une génération terrifiante. À mon avis, il s'agit de la meilleure génération en termes de noms dans l'histoire de l'équipe nationale anglaise. Beckham, Lampard, Gerrard, Joe Cole, Terry, Ferdinand, Rooney, Owen, Gary Neville, Jamie Carragher, Ashley Cole, Paul Robinson. Ils étaient de si grands joueurs que la plupart d'entre eux étaient capitaines de leurs équipes, des noms qui ont causé un vrai casse-tête à l'entraîneur Sven-Goran Eriksson pour savoir qui titulariser et qui laisser sur le banc.
Quant à l'Italie, elle avait une excellente génération, tous les joueurs étaient à leur meilleur niveau et tout le monde s'attendait à ce qu'il ne soit pas un adversaire facile dans le tournoi. La France, quant à elle, menée par la légende Zinedine Zidane, est entrée dans la Coupe du Monde avec l'objectif de compenser la déception de 2002 lorsqu'ils avaient terminé la phase de groupe à la dernière place. Avec des joueurs du calibre de Thierry Henry, Makelele, Vieira, Malouda, Franck Ribéry, Thuram et Gallas, ils avaient une grande chance de se distinguer. Mais alors, la sélection du Brésil, c'était encore un autre niveau. L'effectif brésilien faisait vraiment peur, au plus haut point. Imaginez vous jouer avec Dida comme gardien de but et devant lui, Juan, Lucio, Cafu et Carlos en défense, devant eux, Gilberto Silva et Zé Roberto, et encore devant, Ronaldinho, Kaká et Juninho, ces trois-là juste derrière l'attaquant de pointe Ronaldo le phénomène. Et sur le banc, il y avait des joueurs comme Adriano, Robinho, Gilberto et d'autres encore. Je ne pense pas que le Brésil ait jamais eu une telle abondance de stars dans une seule Coupe du Monde comme celle-ci. Voilà, on a eu un aperçu des équipes participantes et des compositions des grandes sélections. Parlons maintenant du déroulement du tournoi, alors détends-toi et profite des événements. La Coupe du Monde a commencé par une ouverture explosive. Le premier match entre l'Allemagne et le Costa Rica à l'Allianz Arena était un vrai chef-d'œuvre footballistique. 6 buts dans un seul match, l'Allemagne a gagné 4-2 et commence le tournoi avec ses 3 premiers points. Et l'Argentine a joué un match historique contre la Serbie et Monténégro et a gagné 6-0. Un match qui était un message au monde entier qu'il venait pour remporter la Coupe du Monde. Et c'était sans aucun doute la meilleure performance collective de la phase de groupe. Et l'équipe du Ghana se qualifie du groupe de la mort aux dépens des États-Unis et de la République tchèque, et l'Australie crée aussi la surprise en se qualifiant avec le Brésil aux dépens de la Croatie, ce qui fait que c'est la première fois que le Ghana et l'Australie atteignent les huitièmes de finale. Quant à l'équipe brésilienne, bien qu'elle ait obtenu les 9 points complets, il était clair qu'elle n'était pas au meilleur de sa forme sur le plan technique. Ronaldinho était critiqué pour avoir disparu lors de la phase de groupe, tout comme Ronaldo, le phénomène, que beaucoup trouvaient pas assez en forme physiquement pour qu'il joue comme titulaire dans cette Coupe du Monde. Et cela même s'il a marqué 2 buts contre le Japon et est devenu le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, à égalité avec Gerd Müller avec 14 buts. L'équipe de France, quant à elle, a très mal commencé le tournoi. Ils ont fait match nul contre la Suisse, puis à nouveau contre la Corée du Sud. Et Zidane a été suspendu à cause d'une accumulation de cartons jaunes et le scénario de 2002 allait se répéter une nouvelle fois. Mais Patrick Vieira et Thierry Henry ont sauvé l'équipe de France avec un doublé contre le Togo, leur permettant de se qualifier pour les huitièmes de finale lors de la dernière journée. À cette époque, les gens ne prenaient pas vraiment l'Espagne au sérieux, mais l'Espagne surprend tout le monde avec 3 victoires consécutives en phase de groupe et une performance offensive exceptionnelle, surtout contre l'Ukraine qu'ils battent 4-0. C'était le groupe où se trouvaient les 2 seules équipes arabes participantes au tournoi, l'équipe tunisienne et l'équipe saoudienne, qui ont disputé un match épique qui s'est terminé sur un score de 2-2, et ce point n'a été utile pour aucune des 2 équipes, et on allait assister à une surprise dans ce groupe de la part de l'équipe tunisienne, qui était restée en tête contre l'Espagne 1-0 jusqu'à la 71e minute, mais elle n'a pas pu garder l'avantage et malheureusement a perdu 3-1. Et lors de la 3e journée de la phase de groupe, il se passe quelque chose d'étrange qu'on n'a jamais vu auparavant et qu'on ne reverra peut-être jamais. Dans le match qui opposait l'équipe d'Australie à celle de Croatie, l'arbitre anglais Graham Paul dirigeait le match et a commis l'erreur de sa vie lorsqu'il a sorti un carton jaune au même joueur, Josip Šimonić, le défenseur de l'équipe croate, 3 fois avant qu'il ne soit expulsé. Le premier avertissement a eu lieu à la 61e minute après une intervention violente et Šimonić reçoit le 2e avertissement à la 90e minute et il aurait dû être expulsé à ce moment-là. Mais l'arbitre a oublié qu'il avait déjà un premier avertissement et ne lui a pas donné le carton rouge. Le 3e avertissement est arrivé après le coup de sifflet final qui a officiellement annoncé l'élimination de la Croatie de la Coupe du Monde. Šimonić est allé protester auprès de l'arbitre, alors l'arbitre lui a donné un 3e avertissement, et c'est seulement là qu'il s'est souvenu qu'il aurait dû l'expulser plus tôt, alors il lui a brandi le carton rouge, une situation étrange dont l'arbitre anglais a payé le prix, qui s'est vu interdire d'arbitrer à nouveau en Coupe du Monde. Et l'arbitre a reconnu qu'il avait commis une grosse erreur, ce qui a été la raison de sa retraite anticipée de l'arbitrage. Et par coïncidence, Josip Šimonić, le joueur de l'équipe croate, est d'origine australienne, et le destin a voulu qu'il entre dans l'histoire lors du match entre son pays natal et le pays qu'il représente. Et en dehors de tous ces événements passionnants au cours des 48 matchs de la phase de groupe,
Nous avons vu des buts parmi les plus beaux qui soient et des joueurs démontrant la puissance et la précision de leurs tirs, ce qui nous a permis d'assister à une première phase pleine de buts dont chacun aurait pu remporter le prix du plus beau but du tournoi dans n'importe quelle autre Coupe du Monde. Par exemple, la frappe de Philippe Lahm dans la lucarne lors du match d'ouverture et le missile de Rustin Frings depuis 40 yards dans le même match, le but de Deco par exemple contre l'équipe iranienne, ou la frappe de Steven Gerrard qui a offert les 3 points à l'équipe anglaise face à Trinité et Tobago, ou encore la frappe parfaitement exécutée de Juninho contre l'équipe japonaise, ou Rosicky contre l'équipe américaine, ou l'équipe la plus spectaculaire de la phase de groupe, l'équipe argentine, qui marque un but en tiki-taka contre la Serbie et Monténégro, et après 24 passes, Cambiasso inscrit un but exceptionnel. Et même si tu oublies tous ces buts, tu n'oublieras jamais le but de Joe Cole, qui a inscrit le plus beau but de sa carrière contre l'équipe nationale suédoise, et d'autres buts qui ont fait de la phase de groupe un véritable festin de beauté et de plaisir footballistique. Il est également à noter que lors de la deuxième journée, nous avons vu Ronaldo et Messi marquer leur tout premier but en Coupe du Monde. Ainsi, la phase de groupe, qui était au sommet du plaisir, s'est terminée et dès les huitièmes de finale, la bataille acharnée a commencé et chaque match avait sa propre histoire. Le premier match, qui opposait l'Allemagne à la Suède, a été décidé par le meilleur jeune joueur du tournoi, Lukas Podolski, après avoir inscrit 2 buts pour que l'Allemagne attende le vainqueur du match entre l'Argentine et le Mexique le même jour. Un match qui était au comble du suspense après que le Mexique ait ouvert le score dans les 6 premières minutes grâce au défenseur Marquez, mais 4 minutes plus tard, l'Argentine égalise grâce à une touche du Scorpion Hernan Crespo. Et après que le temps réglementaire se termine sur un score de 1 partout, Maxi Rodriguez, à la 98e minute, inscrit le plus beau but du tournoi, sans contestation possible, ce qui plonge tout le stade dans la stupéfaction devant la beauté du but. Le match se termine sur le score de 2-1 et l'Argentine se qualifie pour les quarts de finale. L'Angleterre décroche sa qualification aux dépens de l'Équateur grâce à un coup franc signature de David Beckham, et l'Italie a réussi à surmonter l'infériorité numérique face à l'Australie après l'expulsion du défenseur Marco Materazzi et l'emporte 1-0 grâce à un pénalty controversé dans les toutes dernières secondes du match, transformé par Francesco Totti. Quant à la sélection, elle inflige un 3-0 au Ghana dans un match qui voit le 15e but légendaire de l'icône Ronaldo Nazario, avec lequel il dépasse Gerd Müller et devient le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde avec 15 buts. Et même le match qui, sur le papier, semblait le moins relevé techniquement entre la Suisse et l'Ukraine, il assiste à un événement historique lorsque l'équipe suisse rate tous ses tirs au but et l'Ukraine en marque 3 et se qualifie pour la première fois en quart de finale. Et l'équipe suisse quitte la compétition après avoir joué 4 matchs sans en perdre un seul, que ce soit dans le temps réglementaire ou en prolongation. Et le match attendu à ce tour-là était entre l'équipe espagnole et l'équipe française. Après un premier tour parfait pour l'Espagne et en dessous de la moyenne pour la France, l'avantage penchait en faveur de la Roja pour décrocher le ticket de qualification pour les quarts de finale, et effectivement, il confirme les pronostics et marque le premier but grâce à David Villa sur penalty. Mais après ce but, officiellement l'équipe de France de Zidane arrive enfin en Allemagne, et la France parvient à revenir au score après une performance de Zizou qui a fait la une de tous les journaux internationaux, et il ne reste plus qu'un seul match en huitième de finale, c'est le match iconique qui est entré dans l'histoire, connu sous le nom de la bataille de Nuremberg, le match dont le principal protagoniste était l'arbitre russe Valentin Ivanov. Une bagarre de rue entre 2 équipes physiquement très fortes qui nous a permis d'assister à 16 cartons jaunes et 4 cartons rouges distribués aux 2 équipes, et c'est le Portugal qui remporte la bataille grâce à un unique but de Maniche. C'est ainsi que nous connaissons les 8 équipes qui joueront les quarts de finale. Ce qui est beau dans ces quarts de finale, c'est qu'on peut dire que 7 des 8 équipes sont candidates au titre et on ne serait pas surpris si l'une d'entre elles remportait le tournoi, ce qui a ajouté encore plus de plaisir puisqu'il n'y a pas de favori clair pour le titre. Les quarts de finale ont commencé avec le match Allemagne-Argentine, 2 des équipes les plus divertissantes du tournoi jusqu'à présent. L'Argentine, et grâce à une tête de Roberto Ayala en début de seconde mi-temps, prend l'avantage au score sur le sol allemand. L'équipe de la Albiceleste a joué un match parfait et a fermé toutes les portes aux points forts de la Nationalmannschaft jusqu'à ce que l'entraîneur argentin Pekerman décide de faire un changement qui remet le match à l'équipe allemande. Il fait sortir Riquelme, le meneur de jeu de la sélection argentine,
et fait entrer Cambiasso dans une tentative de préserver le score, un changement qui annonçait clairement qu'il n'allait plus jouer au football pendant le dernier quart d'heure du match et qu'il allait se contenter de défendre jusqu'à ce que l'Allemagne, à la 80e minute, grâce à une tête de Miroslav Klose, inscrive le but égalisateur et mette l'Argentine dans une position très délicate, l'équipe qui va devoir jouer les prolongations sans Riquelme ni Crespo, que l'entraîneur a fait sortir, et si le match allait jusqu'au tir au but, le gardien titulaire Abondanzieri était blessé et il a été remplacé par Leo Franco, qui est très faible lors des séances de tir au but. Il suffit de te dire que, durant toute sa carrière, il a fait face à 59 pénaltys, il n'en a arrêté que 2 et en a encaissé 57. Et après 2 prolongations vraiment passionnantes, aucune des 2 équipes n'a réussi à prendre le dessus sur l'autre, ce qui a mené le match jusqu'au tir au but, et l'équipe allemande, comme on s'y attendait, a marqué tous ses tirs, tandis que l'Argentine en a raté 2, une fois par Ayala et une autre par Cambiasso, ce qui a entraîné l'élimination de la formidable équipe argentine du tournoi, et le pays hôte a poursuivi son aventure en Coupe du Monde. Quant à l'équipe italienne, elle suivait son propre chemin, et Marcelo Lippi savait très bien ce qu'il faisait, et avec un minimum d'efforts, ils ont réussi à se qualifier pour les demi-finales aux dépens de l'équipe ukrainienne grâce à un triplé, mettant ainsi fin à l'aventure du cheval noir du tournoi mené par la légende Andriy Shevchenko. Et souvenez-vous du quart de finale de l'Euro 2004 entre le Portugal et l'Angleterre, les Anglais voulaient eux-mêmes briser la malédiction contre l'équipe portugaise qu'ils n'avaient pas réussi à battre depuis 1966, et l'occasion était idéale pour eux face à une équipe portugaise épuisée par la bataille de Nuremberg, en plus du fait qu'elle était privée de Costinha et Deco, tous deux expulsés. Mais la situation se retourne contre l'équipe anglaise après l'expulsion de Wayne Rooney à la 61e minute et dont la cause était Cristiano Ronaldo qui court vers l'arbitre pour lui signaler ce que Rooney a fait lors de son intervention sur Ricardo Carvalho, le défenseur portugais, et après l'expulsion, on voit Ronaldo faire un clin d'œil à Scolari, comme s'il lui disait que le plan avait réussi, et l'Angleterre, qui voulait gagner le match dans le temps réglementaire, s'est retrouvée à compter les minutes pour atteindre les tirs au but. Et ils ont effectivement réussi à amener le match jusque-là, mais cela a été comme la deuxième partie de la série de performances exceptionnelles de Ricardo, le gardien portugais, face aux joueurs anglais, car après les avoir éliminés de l'Euro 2004, il arrête 3 tirs de Lampard, Gerrard et Jamie Carragher, puis Ronaldo entre et marque le dernier tir, et il le dédie à son père décédé quelques mois plus tôt, et le Portugal brise les rêves des Anglais et se qualifie pour la demi-finale. Ce match crée une grande crise dans la relation de Cristiano Ronaldo avec le public anglais en général et avec les supporters de United en particulier, et il pensait sérieusement à ne pas retourner en Angleterre après la Coupe du Monde, par peur des supporters anglais. Et si tu veux en savoir plus sur ce qui est arrivé à Ronaldo après la Coupe du Monde, dans l'épisode sur Ronaldo et la version Manchester United, nous avons parlé de tout cela en détail. Je te conseille de regarder cet épisode après celui-ci. Le dernier match des quarts de finale était vraiment la cerise sur le gâteau, le match Brésil contre France, est l'une des plus belles performances individuelles d'un joueur dans l'histoire de la Coupe du Monde. Zinedine Zidane a atteint ce jour-là un niveau de perfection footballistique qu'on n'avait jamais vu auparavant, et l'équipe du Brésil, dont on a énuméré les stars une à une au début de l'épisode, Zidane, à lui seul, les élimine du tournoi. Et pour le deuxième match consécutif, Zizou attire toute la lumière sur lui, et il confirme qu'il est toujours au sommet de son art. Nous sommes arrivés en demi-finale. La tension était à son comble et chaque équipe voyait la coupe à portée de main, mais ce n'était pas donné à tout le monde de la toucher. 4 géants restaient en lice, l'Italie, l'Allemagne, la France et le Portugal. Et le 4 juillet 2006, au stade Signal Iduna Park de Dortmund, les supporters allemands étaient au comble de l'excitation et le stade était plein à craquer. Et tout le monde était convaincu que l'équipe d'Allemagne irait en finale, surtout qu'ils jouaient à domicile, et en particulier à Dortmund, la ville où l'Allemagne n'avait jamais perdu un match officiel auparavant. Mais l'Italie allait-elle en décider autrement? Le match commence avec beaucoup de prudence. L'Allemagne était bien organisée et l'Italie pressait intelligemment. Les occasions étaient rares, mais quand elles se présentaient, elles étaient très dangereuses. Les 2 gardiens, Buffon et Lehmann, étaient au sommet de leur forme et chacun d'eux arrêtait l'impossible. Les 90 minutes se terminent sur un score de 0-0 et nous entrons dans les prolongations.
Et c'est là que le match s'enflamme. La barre transversale et le poteau sauvent l'équipe allemande à 2 reprises face aux frappes puissantes des Italiens jusqu'à ce qu'on atteigne la 119e minute. L'équipe d'Italie obtient un corner, le ballon est joué jusqu'à arriver au pied d'Andrea Pirlo qui délivre l'une des plus belles passes du tournoi. Il transmet le ballon à De Rossi qui pivote de façon géniale et marque du plat du pied dans le coin le plus éloigné un but imparable. Une joie hystérique des joueurs italiens et on voit Gianluigi Buffon courir jusqu'au milieu du terrain pour célébrer avec les joueurs. Mais Jürgen Klinsmann, l'entraîneur de l'équipe allemande, continue de croire en ses chances et lance toutes ses forces offensives dans la dernière minute. Mais les rois du contre-attaque avaient une autre idée. Cannavaro intercepte la dernière balle de Podolski et Totti lui dit de retourner à sa place, puis prend les choses en main et transmet le ballon à Gilardino qui attire ce qu'il reste de la défense allemande. Et avec une deuxième passe géniale, il met Del Piero seul face à Jens Lehmann, et Del Piero la place avec élégance dans le coin opposé, un but magnifique à la 121e minute. Et les Italiens font exploser le stade de joie, tandis que l'Allemagne quitte le tournoi sous les larmes de ses supporters, et l'équipe nationale italienne devient le premier finaliste. Et le 5 juillet 2006, à l'Allianz Arena de Munich, la deuxième partie de l'histoire de la demi-finale de la Coupe du Monde est racontée, la France contre le Portugal, un affrontement entre Zidane, Vieira et Henry contre Figo, Ronaldo et Deco. Le Portugal rêvait de sa première finale de son histoire, mais l'équipe de France avait Zinedine Zidane et c'était le plus gros problème auquel les Portugais allèrent faire face. À la 32e minute, Malouda fait une passe intelligente à Thierry Henry qui est fauché par Carvalho dans la surface de réparation et l'arbitre uruguayen Jorge Larionda n'hésite pas une seconde et accorde le penalty. Zizou prend le ballon et se tient devant avec un calme impressionnant. Et comme il sait que Ricardo est très doué pour arrêter les pénaltys, il la frappe de toutes ses forces sur la droite de Ricardo et Ricardo touche le ballon mais ne parvient pas à l'empêcher d'entrer dans les filets. Le Portugal a tout tenté pour revenir dans le match. Ronaldo a tiré de partout et Deco a essayé de créer des brèches, mais la défense française était un véritable mur. Et derrière eux, un gardien nommé Fabien Barthez fermait la cage. Le match se termine et la France décroche un rendez-vous avec l'Italie pour la finale de rêve. Le compte à rebours pour le 9 juillet 2006 touche à sa fin et la finale de la Coupe du Monde est programmée au Stade olympique de Berlin entre l'équipe de France et l'équipe d'Italie. Et la veille du match, c'est joué le match pour la 3e et la 4e place. L'équipe allemande se réconcilie avec ses supporters et décroche la médaille de bronze aux dépens du Portugal après une victoire 3-1 dans un match dont le principal héros fut Bastian Schweinsteiger, ce qui fait que tous les regards se tournent ensuite vers le stade de Berlin. Le stade est plein à craquer et les supporters sont en haleine. Tout le monde attend de voir qui soulèvera le trophée le plus précieux du monde. Le match commence sur un rythme rapide et la France entre dans la rencontre avec force. Et à la 7e minute, Malouda reçoit le ballon dans la surface de réparation et tente de passer Materazzi, mais le défenseur italien intervient vigoureusement, ce qui pousse l'arbitre argentin Elizondo à siffler et accorder un penalty à l'équipe de France. Les supporters retiennent leur souffle et Zinedine Zidane se tient devant le ballon. D'un geste génial, il la joue à la manière de Panenka et le ballon passe au-dessus de Buffon, touche la barre transversale et rentre dans le but et la France prend l'avantage 1-0. Incroyable Zidane! Finale de Coupe du Monde, les premières minutes, 0-0, et tu frappes le ballon de cette façon. Et contre qui? Le visage de Buffon a complètement disparu. Mais nous savons tous que l'équipe nationale italienne n'est pas du genre à abandonner facilement. 12 minutes plus tard, un corner parfaitement exécuté par Andrea Pirlo, comme à son habitude, atterrit avec précision dans la surface de réparation. Alors, qui volait dans les airs? Marco Materazzi, le défenseur qui corrige son erreur et envoie le ballon de la tête au fond des filets. L'équipe italienne a égalisé à la 19e minute. Le match s'intensifie et chaque équipe veut le gagner. Mais après les 2 tours, le match est devenu tactiquement clos. La véritable bataille a commencé au milieu du terrain. La France comptait sur les touches de Zidane, les percées de Ribéry et la vitesse d'Henry, mais toutes les voies étaient bloquées par la défense de fer de l'Italie menée par Cannavaro. De l'autre côté, les Italiens s'appuyaient sur les déplacements de Totti, les passes de Pirlo et la puissance de Luca Toni, mais le gardien français Barthez était au rendez-vous. Les 90 minutes se terminent sur un score de 1-1 et le match est allé en prolongation et la fatigue était visible sur les joueurs, mais Zinedine Zidane voulait finir le match à sa manière.
À la 104e minute, Sagnol centre parfaitement et Zidane s'élève pour placer une tête dangereuse, mais le gardien Buffon réalise un arrêt miraculeux. Tous les supporters se lèvent dans le stade et ne peuvent plus rester assis, comme si le destin préparait un moment dramatique inoubliable, jusqu'à ce que la 110e minute arrive, et il se produit la scène dont le monde entier parle encore. Materazzi entre dans une altercation verbale avec Zidane, et la caméra capte leur échange, et soudain, Zidane se retourne et lui assène un coup de tête que l'histoire n'oubliera jamais. Materazzi tombe au sol, et l'arbitre sort directement le carton rouge pour expulser Zinedine Zidane de la finale de la Coupe du Monde. Les supporters français n'en revenaient pas. Le dernier match de la carrière de cette légende se termine de cette façon. Zidane quitte le terrain sans même jeter un regard à la coupe, comme si tout était fini pour lui. L'arbitre siffle et c'est le moment des tirs au but. L'Italie entre sur le terrain très concentrée et Pirlo, Materazzi, De Rossi et Del Piero marquent tous leurs tirs. De l'autre côté, Wiltord, Abidal et Sagnol marquent aussi leurs tirs. Et le seul à rater son tir, c'est David Trezeguet, ce qui nous amène au tir décisif que va tirer Fabio Grosso, le même joueur qui avait marqué le but de la qualification pour la finale contre l'Allemagne. Grosso s'avance pour tirer, et tous les espoirs de l'Italie reposent sur ses épaules. Et Grosso s'élance, tire et marque le dernier tir, et l'équipe d'Italie est championne du monde pour la 4e fois de son histoire. Les joueurs courent partout, Buffon pleure, et Andrea Pirlo n'en revient pas. Cannavaro soulève la coupe, et les supporters italiens sont au comble de la joie. Quant à l'équipe de France, elle quitte la compétition avec une grande tristesse, et Zinedine Zidane était sur toutes les lèvres dans le monde entier, qui malgré son expulsion en finale, remporte tout de même le prix du meilleur joueur du tournoi. Et sans aucun doute, nous aurions vu Zinedine Zidane remporter un 2e ballon d'or dans sa carrière si l'équipe de France avait gagné le tournoi, mais c'est Fabio Cannavaro, capitaine et défenseur de l'équipe d'Italie, qui l'obtient. Ainsi s'achève la Coupe du Monde 2006, qui a été un événement unique en son genre et des souvenirs inoubliables, du tout premier match d'ouverture jusqu'à la finale, et la fin de l'ère des dinosaures des années 90, qui était l'une des principales raisons pour lesquelles nous avons aimé et été passionnés de football depuis notre enfance. J'espère que cet épisode vous a plu, et n'oubliez pas de nous soutenir avec un like, un partage et un abonnement.